Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, un point lecture concernant mes lectures de ce mois de janvier 2021. Et sans plus tarder, puisqu'à chaque fois mes intros durent trop longtemps, on va commencer tout de suite la vidéo. Évidemment, si l'envie vous prend de liker, de commenter, de partager, ça me ferait très plaisir également, hein, on va pas se mentir. Personnellement, j'ai commencé ce mois de janvier avec l'événement d'Annie Ernaux, qui a été dans cette continuité de lecture engagée, notamment féministe, puisque l'auteur va nous parler de sa propre expérience, à savoir concernant un moment où, étant étudiante, elle apprend qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne veut pas garder cet enfant. Évidemment, on est dans une époque pas si lointaine finalement, où l'IVG n'est pas autorisée, et l'auteur va donc se mettre en quête d'un moyen pour interrompre cette grossesse qu'elle ne désire pas. C'est donc un roman qui va tout simplement parler de l'avortement, et notamment l'avortement dans l'illégalité la plus totale, avec des méthodes qui sont vraiment craignos, on va dire, au niveau de l'hygiène, au niveau de la santé, de la sécurité de ces femmes qui se font avorter dans le plus grand des secrets, et qui pourtant sont nombreuses en soi à se partager entre guillemets les tuyaux, les méthodes pour pouvoir avorter et interrompre donc cette grossesse qu'elles ne désirent pas. J'ai apprécié ma lecture dans le sens où ça m'a donné à voir une autre réalité, et notamment au sujet de l'avortement. Personnellement, je n'imaginais pas cette idée du cintre. Voilà, je n'en dirai pas trop non plus parce que j'ai envie que vous lisiez ce livre parce qu'il me semble très important à lire, mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de moyens pour interrompre une grossesse, et avec un tel degré de dangerosité pour ces femmes qui se font avorter dans le secret. Sachant que oui, vraiment, elles mettent leur vie en jeu parce qu'elles veulent maîtriser leur corps, et c'est tout à fait légitime, et voilà. Malheureusement, on va dire, c'est encore un livre qui parle aujourd'hui dans le sens où il y a encore des débats sur l'avortement, alors que ça ne devrait pas, parce que c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie d'être enceinte et que tu veux interrompre ta grossesse, tu es libre de le faire, tout simplement. Également, ce que j'avais apprécié, c'est vraiment ce côté très, très franc. L'auteur va pas chercher à enjoliver. Par exemple, des fois elle va reconnaître que c'est possible qu'avec le recul qu'elle a aujourd'hui, son souvenir soit un peu altéré, qu'elle essaye au maximum de reconstituer ce qu'elle a pu penser, ce qu'elle a pu vivre à ce moment-là, mais forcément le temps passant, ton cerveau modifie tes souvenirs. Et j'ai beaucoup aimé cette franchise, voilà, c'est le terme que je cherchais, cette franchise de l'auteur à ce niveau-là, sachant que pareil, c'est un style très abordable parce qu'elle est très directe, elle va pas faire de grandes phrases en longueur, c'est vraiment raconter simplement ce qui se passe et permettre à une grande majorité de personnes de comprendre son histoire. Ensuite, j'ai lu Pour ce qu'il me plaît de Laure Buisson, et c'est une lecture plutôt mitigée. C'est-à-dire qu'on va nous raconter l'histoire de Jeanne, qui est donc considérée comme la première femme pirate dans l'histoire. C'est une très bonne initiative, l'auteur s'est vraiment beaucoup documenté sur ce personnage historique je veux dire, et a essayé au maximum de reconstituer son histoire, de s'approcher de ses pensées, et en même temps d'entretenir une espèce de dialogue avec ce personnage, de se poser des questions sur ce qu'elle pouvait ressentir par rapport à certains événements, vraiment de l'interroger avec une vision contemporaine, et j'ai trouvé cette idée d'écho, de discussion entre deux époques, entre deux personnalités différentes. Je trouvais que c'était très original et que c'était très intéressant à lire. C'est vraiment ce qui a permis, je pense, de fluidifier un maximum l'histoire. Parce qu'à côté de ça, on sent que l'auteur, oui, comme je le disais, a fait énormément de recherches, et des fois c'est très chargé. Souvent c'est beaucoup de détails sur le contexte historique parce que c'est des guerres de pouvoir, sachant que le roi cherche à étendre ses terres, il y a des conflits entre l'Angleterre et la France, des guerres, des stratégies politiques, c'est vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte en même temps qu'on suit le parcours de Jeanne. Et donc c'est quelque chose qui, si vous n'êtes pas à l'aise et si vous n'aimez pas avoir une tonne d'informations, ça risque de vous froisser un petit peu, je pense. Ce qui m'a d'autant plus gênée, c'est que c'est un livre qui se revendique comme étant à la recherche, à la quête d'une figure féminine qui a été oubliée. Et pourtant, le livre ne se finit pas par elle. On va nous parler de sa descendance. En fait, le livre se termine vraiment sur sa descendance. Sans spoiler, parce qu'on se doute que évidemment Jeanne va mourir un bout d'un moment. Mais j'ai trouvé ça dommage de pas terminer sur, je sais pas, par exemple, admettons, une dernière pensée de Jeanne imaginée par l'auteur, une dernière
dernière discussion entre les deux temporalités, entre les deux personnes. C'est quelque chose qui m'a un peu chiffonnée parce que je trouve ça dommage de ramener en fait ça à sa descendance et en particulier à des personnalités masculines. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu perturbée et je vous avoue que quand j'ai terminé mon livre, sachant que c'était les dernières pages, ça a un peu entaché mon expérience de lecture. Mais je vous le recommande parce que rien que pour cette idée de discussion entre deux temporalités, cette manière que l'auteur a d'écrire l'histoire de Jeanne, c'est très intéressant, tout simplement. Par la suite, toujours dans ce mois de janvier, j'ai lu 200 et de lumière de Laurent Godet, mon chouchou. Alors c'est un recueil de poésie qui va cette fois-ci s'attacher à parler et à mettre des mots sur l'esclavage, et plus particulièrement sur le traitement des esclaves, puisque on va se pencher autour d'un arbre et Laurent Godet va imaginer tout ce que cet arbre a pu voir se jouer comme drame autour de lui, notamment l'arrachement au nom, l'arrachement à la culture, l'arrachement à la terre, l'arrachement à la famille, tous ces arrachements, toutes ces douleurs et même ces violences, puisque Laurent Godet part du principe que l'arbre a également vu les violences commises à l'encontre des esclaves, et c'est un texte très fort, vraiment très fort. Je trouvais qu'il arrivait à mettre des mots sur des violences parfois psychologiques, notamment cette idée d'arrachement au nom, puisqu'on retire le nom des esclaves, cette idée aussi d'arrachement à la terre et à la culture, puisqu'on va leur imposer une nouvelle culture, une nouvelle langue, et c'est vraiment, je trouve, très bien joué de la part de Laurent Godet d'avoir réussi à mettre des mots là-dessus, parce que c'était important, je pense, au vu de l'ambition de son projet, de vraiment pointer du doigt ce qui ne va pas et tout ce que ces esclaves ont subi. Donc, même si vous n'êtes pas, comme moi, un grand amateur ou une grande amatrice de poésie, je vous le recommande vivement parce que c'est quelque chose qui se lit rapidement, qui est marquant et qu'il est important de lire. Toujours dans ce mois de janvier, puisqu'évidemment c'est le point de lecture de janvier, j'ai lu Tsubame, le poids des secrets d'Aki Shimazaki. Donc on est toujours dans ce cycle familial avec cette idée de puzzle, puisque cette fois-ci on va suivre une femme, Mariko, qui est donc d'origine coréenne, puisque sa mère est coréenne et qu'elle a regagné le Japon à la suite de la colonisation de la Corée par le Japon. Et donc sa mère est partie au Japon. Elles essayent tant bien que mal d'y évoluer, bien qu'on sent qu'il y a quand même quelques difficultés puisqu'elles sont dans un quartier plutôt isolé. Et vient un jour un tremblement de terre qui va pousser cette femme et sa fille à sortir, et superstition oblige, la faute en incombe aux Coréens. Et dans le quartier se met en place une véritable chasse aux Coréens, et la mère de l'héroïne n'a pas d'autre choix pour sauver sa fille que de la placer dans un orphelinat. À partir de là, c'est vraiment tout le long du roman la notion d'arrachement à une culture, de cette perte, de l'absence de cette mère qui finalement n'est jamais revenue chercher sa fille, de toute cette question sur ce qui s'est passé ce jour-là après ce terrible tremblement de terre, et des violences qui sont commises contre les Coréens et qui sont battus finalement, puisque on ne retrouve pas leur corps, et c'est vraiment une omerta totale. J'ai particulièrement aimé dans ce tome, c'est toute cette partie historique, cette dimension historique qui va vraiment traiter d'un point que je ne connaissais absolument pas, et quand même je pense, comme beaucoup de points historiques qu'on a qui est quand même important à savoir, parce que mine de rien beaucoup de Coréens ont perdu la vie, et c'est important de pas oublier les exactions que les êtres humains peuvent commettre à cause de superstitions ou même à cause d'événements ou je ne sais pas, mais de toute manière quand il y a de terribles drames qui se jouent, je pense que c'est important de mettre des mots dessus pour ne pas oublier. Donc dans la démarche historique c'était très bien joué, j'ai beaucoup apprécié, et au niveau du style d'écriture on est toujours sur un style très neutre, très direct, et c'est ce qui marche je pense dans ce cycle familial. Il y a toujours cette idée de reconstruire ce puzzle comme je le disais, et qui est toujours très appréciable parce que finalement Mariko va chercher à comprendre son histoire, vu qu'elle n'a plus personne, sa mère ne peut plus lui dire vraiment son passé, donc elle est vraiment obligée de se construire, et cette idée de construction, de recherche des origines, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et que si ça vous tente, je vous recommande vivement de lire. Par la suite, dans ce mois de janvier, j'ai lu Population 48 d'Adam Sternberg, ou Sternberg, je ne sais pas comment on dit. Alors, c'est un roman, un thriller je dirais,
un thriller, roman policier un petit peu, entre les deux. J'hésite un petit peu, je dirais plus thriller qu'autre chose, dans lequel on va nous parler d'une ville fictive située au Texas, il me semble, dans lequel on va enfermer, si on peut dire qu'on va enfermer. Imaginez plutôt, on va reprendre parce que c'est un peu compliqué à imaginer je pense. Imaginez tout simplement qu'on offre l'opportunité à des criminels qui ont commis des crimes plus ou moins atroces, certains très atroces, certains très atroces, et on va leur donner l'opportunité de recommencer une vie en oubliant tout leur passé, tous leurs crimes, et de tous les réunir dans une même ville dans le cadre d'une expérience scientifique pour leur donner donc une nouvelle chance de se reconstruire, de mener une vie loin de ces crimes dans le plus total, le plus grand des secrets. Et ben voilà, c'est l'histoire finalement des populations 48, puisqu'on se retrouve avec une ville qui est cloisonnée, sans contact véritable avec l'extérieur. Les habitants n'ont pas le droit de sortir et pour cause, ce serait dommage que leur nouvelle identité soit compromise et que, évidemment, il y ait des risques de lynchage au vu de certains des crimes qui sont commis. Et donc ces criminels mènent leur petite vie dans cet enclos, dans cette ville, et ignorent totalement leurs crimes, mais également ceux de leurs voisins. Ils savent qu'il y a des victimes, mais également des criminels qui se trouvent parmi eux et ils ne savent pas s'ils sont criminels ou s'ils sont victimes et ils ne savent pas si leurs amis sont criminels ou victimes. C'est vraiment cette idée de ne pas savoir ce qu'est l'autre, de ne pas savoir ce qu'on est soi-même, et ça donne un bon gros bordel. Ma foi, je trouve l'idée principale très intéressante. Le concept m'a vraiment beaucoup plu et vraiment l'intrigue, je m'attendais absolument pas à ça. La 4e de couverture donne une toute autre vision de l'histoire et j'ai pas envie de trop vous en dire non plus. Et du coup c'est vraiment une surprise qui est agréable, on apprend à découvrir certains personnages, on apprend à les apprécier voire à les détester totalement et on comprend que ça va pas durer longtemps cette expérience scientifique puisqu'il y a des crimes qui sont commis de temps à autre, voilà, forcément. Il y a des meurtres qui sont perpétués et forcément il faut les résoudre. C'est vraiment un livre très particulier, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à le placer entre le roman policier ou le thriller. Et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est très particulier en soi et qu'il y a des chances que ça vous plaise. Et moi personnellement, j'avoue, j'ai été un peu désappointée. Le début, le milieu m'ont beaucoup plu, j'ai trouvé quand même certaines longueurs à des moments où ça aurait pu être un peu plus dynamique. Et en fait, la fin est tellement précipitée, il se passe tellement de choses que mon esprit a pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait et puis mon cerveau a pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait tout simplement. Et c'est un peu une impression qui est pas dérangeante en soi mais c'est déroutant et je pense que c'est un sentiment que j'apprécie pas forcément dans mes lectures, de trop prise au dépourvu et que l'action me chie à la gueule littéralement. Elle me tombe dessus et moi j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qui est un peu déroutant mais si ça vous plaît, je vous le recommande vivement, sachant que comme je le disais, l'histoire de base est très originale. Le style d'écriture est accessible, vraiment, il est accessible. Je dirais pas transcendant, il n'y a pas des phrases poétiques, mais en même temps je pense que dans une intrigue pareille, la poésie aurait un peu de mal à trouver sa place. Mais ouais, vraiment je vous le recommande parce que vous passez un bon moment, vous comprenez pas l'histoire et vous ne pouvez pas deviner le dénouement. Vraiment, vous ne pouvez pas, vous êtes surpris, il y a beaucoup de rebondissements. Donc je vous le conseille vivement. Par la suite, j'avais besoin d'un roman un petit peu plus doux et du coup je me suis tournée vers Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. J'espère que je le dis bien, j'ai encore des doutes. Alors on va suivre du coup dans cette histoire le personnage de Sentaro qui est un jeune homme au passé plutôt trouble. On sent qu'il a eu des difficultés dans la vie, qu'il est passé par des mauvaises phases si on peut dire et qu'on lui a offert une opportunité de se reconstruire, de redémarrer sa vie à travers une petite échoppe de comment ça s'appelle ces pâtisseries japonaises, dorayaki, à base de haricots rouges. Sentaro, on va pas se mentir, ne s'épanouit pas des masses dans ce métier, mais il se sent redevable envers l'ancien patron parce que, évidemment, il lui a offert l'opportunité de se ressaisir, de recommencer vraiment sa vie. Et la vie de Sentaro évolue comme ça, un peu dans une sorte de monotonie. Jusqu'au jour où il va rencontrer une vieille dame nommée Tokue qui est fascinée par les dorayaki qu'il fait et elle le regarde faire et
elle comprend rapidement que c'est pas lui qui fait la pâte, que tout était industrialisé. Et ça va un petit peu la chiffonner parce que pour elle, la pâtisserie est très importante. Elle va donc se mettre en tête d'apprendre à Sentaro à vraiment faire par lui-même les dorayaki. Et vraiment, donc l'histoire va porter sur cette relation grandissante entre Tokue, la femme âgée avec un handicap aux mains, avec un passé pareil, plutôt trouble, plutôt chargé, mais d'un point de vue historique. Et de l'autre côté, on a ce Sentaro qui est encore jeune, qui est pourtant un passé trouble dans le sens moral, on va dire, et qui n'arrive pas à s'épanouir, n'arrive pas à trouver un moyen vraiment de profiter de la vie pleinement. Et la rencontre de ces deux êtres, si différents et pourtant si proches, est vraiment quelque chose de très touchant, sachant que le style de l'auteur va participer avec des tournures de phrases pas forcément poétiques, mais il y a une douceur qui se dégage vraiment des mots, des phrases et des émotions qui sont retranscrites entre du coup Tokue et Sentaro. Et c'est vraiment progressif, du coup on a l'opportunité de s'attacher aux deux personnages puisque les deux, quand bien même ont des difficultés, ont un passé trouble, sont très attachants. Notamment, j'ai eu un peu le sentiment de voir une grand-mère et son petit-fils construire petit à petit une relation, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu et énormément touchée. Ça a vraiment été un roman très doux, qui pourtant abordait des thématiques lourdes, et notamment je pense d'un point de vue historique, on apprend une partie de l'histoire du Japon qui est pas forcément très connue, et qui, comme je l'ai dit précédemment pour les autres livres, mérite d'être plus connu parce que ça fait partie des éléments importants de l'histoire à connaître. Et ouais, vraiment ça a été une lecture très agréable que j'ai beaucoup appréciée et que je ne peux que vous recommander vivement, tout simplement. Toujours dans ce mois de janvier, j'ai lu La survie de Molly Southbourne de Tay Thompson. Du coup, c'est la suite de Molly Southbourne. Je crois que c'est juste ça le titre du premier tome. Je vais pas vous dire le synopsis du deuxième tome parce que ça risquerait d'un peu de trop spoiler. Mais je vais résumer rapidement le premier tome. Dans le premier tome, on suit du coup Molly Southbourne, qui vit dans une famille un peu particulière puisque toute sa vie, on l'a entraînée à se défendre, puisque dès qu'elle saigne, d'une quelconque façon, d'autres Molly, donc exactement pareil, apparaissent et essayent de tuer la Molly originale. Donc l'histoire repose vraiment tout autour de cette intrigue, de cette idée un peu issue du fantastique, je trouve personnellement. Et donc le tome 2 il reste dans cette continuité, je dirais qu'on apprend un peu plus d'éléments sur Molly et sur qui sont derrière ce phénomène des Molly, et sans pour autant apporter trop de réponses. Donc il y a quand même encore une grosse part de mystère dans cette histoire. Et comme pour le premier, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est toujours ce même style très scénaristique, on décrit de manière très factuelle les éléments et puis c'est à toi de visualiser concrètement la scène. Tu es un peu obligé, t'es forcé limite de te faire une idée de comment est Molly, de comment est la scène, de quelle manière tu pourrais la filmer, puisque vraiment en fait personnellement dans ma lecture j'ai vu le film de Molly et j'ai vraiment accroché du début à la fin. J'ai vraiment pas d'autres commentaires à faire dessus parce que ça a été une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié apprendre davantage d'éléments sur l'intrigue originale et puis voilà, tout simplement. Je me suis fait le film et j'ai apprécié ma lecture et donc je ne peux que vous le recommander également. Dans mon mois de janvier, j'ai eu envie de lire un petit peu de philosophie et du coup je me suis tournée vers L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. C'est pas un livre que je mettrai entre toutes les mains parce qu'évidemment c'est de la philo, alors même si ça reste très intéressant, c'est quelque chose de pas forcément, enfin c'est pas quelque chose pour s'évader je pense, hein, c'est vraiment plus dans l'idée de développer son esprit critique, de développer sa raison et tout ça. Et ses connaissances. Et j'ai eu un peu de mal quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de philo ou d'essai, et donc ça s'est ressenti un peu dans ma lecture. Sinon, de manière générale, je peux pas vous résumer le livre puisque tout est dans le titre, tout simplement. Mais je vous invite vivement à le lire, surtout si vous êtes tenté par des livres philosophiques parce que c'était très intéressant en soi. C'était tout simplement intéressant et j'ai beaucoup aimé voir certaines situations qu'on peut toujours retrouver dans notre actualité avec un peu ce ton ironique qui, ma foi, fait du bien et un peu rafraîchissant, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Marie Curie prend un amant de
Irène Frein. Dans ce roman, du coup, comme le titre l'indique, on va suivre Marie Curie et en particulier, on va s'intéresser à une période de son histoire, de sa biographie où elle aurait pris un amant. Ça se passe après la mort de Pierre Curie et on a vraiment toute une première partie du roman qui va se concentrer sur la vie de Marie Curie et Pierre Curie, avec cette idée que Marie Curie finalement a été pas idéalisée, mais on lui a imposé un peu une figure de matrone, j'aurais envie de dire, de femme toujours habillée en noir, très austère, et on l'a un peu enfermée dans ce personnage qu'on a sacralisé, et franchement à raison, parce que c'est quand même une femme qui a découvert le radium, qui a participé à ces recherches-là, et c'est tout à fait logique de l'en remercier et de le reconnaître en tant que chercheuse, que femme scientifique. Là n'est pas la question, c'est juste qu'on lui a vraiment imposé ce personnage de femme austère. Et après la mort de Pierre, elle va se rapprocher d'un ancien collaborateur de Pierre et d'elle-même. Et évidemment, une liaison va se nouer entre les deux. Mais non seulement Marie Curie est un personnage idéalisé par le monde, par la société, mais en plus de ça, l'ancien collaborateur est également marié. Il n'est pas très heureux dans son couple, mais il est marié et du coup ça passe très mal. L'auteur, la base de son histoire, c'est qu'elle tombe un jour sur un petit carnet rouge et en l'ouvrant, elle tombe sur un article qui va vraiment descendre énormément pas le personnage, mais Marie Curie en fait. Elle va être intriguée et du coup, elle va vraiment chercher à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre pourquoi la presse a été aussi virulente à l'encontre de Marie, comment ça a pu se passer, quels sont les enjeux, les personnages qui ont participé à ces événements. Elle va vraiment chercher à retracer le parcours de Marie Curie, notamment par le biais de sa comptabilité, puisque Marie Curie était une femme très secrète qui tenait ses comptes vigoureusement, et j'ai beaucoup aimé un peu cette notion de jeu de piste que l'auteur fait, puisqu'elle va reconstituer petit à petit les passages de sa vie, de la vie de Marie Curie, et chercher à comprendre cette femme. Évidemment, je pense, et même l'auteur, je crois, l'avait fait remarquer, il y a une part, pas de fiction, mais d'imagination un peu, parce qu'il y a des trous entre guillemets à combler, mais j'ai trouvé qu'en soi, c'était vraiment très riche et on sent que l'auteur s'est donné à fond pour vraiment essayer d'être le plus proche possible des événements, le plus proche possible de Marie Curie et de ses sentiments. Et ça a été vraiment une lecture qui m'a plu dans le sens de la démarche, on va dire. Ce qui m'avait par contre un peu chagriné, c'était vraiment ce côté trop de détails sur la comptabilité. Alors au moins on est servi niveau détails biographiques et apparemment l'auteur est pas spécialisée, mais elle a déjà rédigé des œuvres très proche d'une biographie. Mais j'avoue que tous ces chiffres sur la comptabilité, des fois, à vraiment essayer de reconstituer, vers la fin ça m'a un peu passé par-dessus la tête. Alors c'était très intéressant, c'est juste que je devais être fatiguée ou pas dans le bon mood, mais je vous le recommande vivement parce qu'on en apprend davantage sur Marie Curie. On a une autre vision de Marie Curie, parce que comme je l'ai dit, elle a été longtemps sacralisée et c'est une femme. C'est une femme avant tout, elle a le droit d'avoir un amant, et c'est vraiment cette idée de comprendre mieux pas le personnage, à chaque fois je dis le personnage, de mieux comprendre Marie Curie, d'accéder vraiment à une forme d'humanité chez Marie Curie, puisque on la connaît comme étant la femme qui a découvert le radium et qui a gagné 2 prix Nobel, mais en soi c'est vraiment, elle nous paraît lointaine, je dirais en fait. D'un point de vue contemporain, elle nous paraît un peu lointaine, alors que non concrètement, mais ça permet vraiment de renouer avec une part d'humanité chez Marie Curie, et c'était très intéressant de ce point de vue là, du point de vue de la démarche et du point de vue du style, je pense également, parce que le style reste quand même accessible, mais c'est juste qu'il y a trop de chiffres. Et moi et les chiffres, ça fait pas forcément bon ménage, tout simplement. Mais dans tous les cas, je vous invite vivement à le lire. Et en tout dernier, dans ce mois de janvier, j'ai lu Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. C'est ça, de Françoise Sagan, qui va donc nous parler de... Comment elle s'appelle? Au secours, j'ai oublié son nom. Alors, on va suivre du coup le personnage de Cécile. Cécile, elle a 17 ans, elle est d'un milieu relativement bourgeois ou aisé, et elle va passer ses vacances près de la mer avec son père. Il faut savoir que le père et la fille entretiennent une relation quand même très fusionnelle, dans le sens où ils ont été longtemps seuls à deux, et tandis qu'elle découvre ses premiers amours, son père enchaîne plus ou moins les conquêtes, il enchaîne les relations avec des femmes, et sans jamais entre guillemets avoir une certaine stabilité. On va dire que ça plaît à Cécile dans le sens où elle est quand même très proche de son père et que elle profite de cette relation sans vraiment s'attacher aux relations féminines de son père.
Sauf que tout va changer l'été des 17 ans de Cécile, au bord, enfin pendant ces vacances-là, puisqu'il va se passer un terrible drame. Il faut savoir que dans le cadre de ces vacances, une ancienne amie à la mère de Cécile, c'est un peu compliqué, revient voir le père et sa fille et on va dire qu'elle a vraiment une vision différente du monde et ça ne va pas plaire énormément à Cécile parce que toutes ses habitudes vont être bouleversées. C'est vraiment un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser vis-à-vis des gens et ça va la chambouler, elle va pas forcément apprécier, d'autant plus que son père lui annonce qu'il va se marier avec cette femme dont j'ai oublié le nom malheureusement. Donc beaucoup de chamboulements dans la vie de Cécile qui, alors qu'elle découvre ses premiers émois, va se mettre en tête de faire capoter ce mariage et notamment en manipulant l'ancienne conquête de son père. C'est vraiment une histoire très particulière où l'ambiance n'est pas toujours très saine. J'ai eu des fois un peu de difficulté à lire la relation entre le père et sa fille. C'était un peu étrange. Limite j'ai eu le sentiment que ils étaient amants tous les deux. C'est peut-être un peu gros comme mot, enfin un peu un ressenti fort. J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais c'était une relation un peu particulière et même l'histoire en général était particulière. C'est une ambiance, ouais, comme je disais, pas toujours saine, pas toujours très confortable. Le personnage de Cécile est un peu difficile à suivre. Alors après, je sais pas si le fait que ce soit pas entre guillemets de la même classe sociale influe ou pas, mais j'ai eu beaucoup de mal à me reconnaître dans ce personnage ou à m'identifier, à l'apprécier. Et je n'ai pas toujours, j'ai pas toujours trouvé ses comportements très justes. Alors je veux bien qu'elle soit adolescente et qu'elle se cherche, etc. Mais j'ai eu un peu de mal à la suivre. Vraiment, c'est une héroïne certes forte, certes tempétueuse, vraiment genre très particulière, mais c'est dur de la suivre parfois. On va dire que elle a comment dire, ses émotions peuvent changer sur une même double page, elles peuvent vraiment changer du tout au tout. Donc ça a été une lecture, je trouve intéressante dans le sens où ça m'a permis de découvrir Françoise Sagan, de découvrir vraiment un autre style d'écriture. Après le texte en lui-même, enfin l'histoire en elle-même m'a un peu pas laissé de marbre justement, non, elle m'a vraiment touchée dans le sens mis mal à l'aise, m'a pas vraiment donné ce sentiment très confortable. Mais je pense le relire peut-être prochainement, genre dans plusieurs années ou quoi, comme ça peut-être que je verrai si finalement c'est juste parce que soit j'étais pas dans la bonne période, soit c'est une question d'âge, soit une question, je sais pas, de classe sociale ou quoi, enfin vraiment, c'est un livre, je pense que c'est un peu à double tranchant ce livre, c'est soit ça passe, soit ça casse, et pour moi en fait ça passe moyen, on va dire. C'est vraiment pas le meilleur livre que j'ai pu lire, mais toutefois si vous aimez vraiment ces histoires de découverte adolescente des premiers émois, de relations père-fille, de drame familial, je pense que vous pouvez foncer parce qu'il y a des chances que ça vous plaise, parce que finalement c'est vraiment subjectif, enfin mon avis est vraiment subjectif sur ce livre-là, pardon, puisque l'histoire peut très fortement vous plaire. Il y a des chances que ça vous plaise puisque au niveau du style il n'y a rien à dire, c'est vraiment l'histoire et du coup mon avis est vraiment subjectif, tout simplement. Du coup j'ai fini mon petit point lecture. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de redynamiser le format en essayant de pas m'attarder trop sur les livres. J'espère que ça vous plaira comme ça ou pas, enfin dans tous les cas dites-le moi en commentaire, comme ça me permettra de changer ou de garder cette ligne de conduite. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Évidemment n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. Salut!